Bonjour, vous êtes la bienvenue dans cette quatrième séance du cours blockchain. On va un petit peu revenir à la partie théorique après avoir fait un hands-on lors de la dernière séance dans lequel on a vu le Bitcoin, le réseau Bitcoin, comment il fonctionne, la configuration, l'installation, l'usage du client Bitcoin. On a bien sûr exploré la blockchain qui a été synchronisée sur l'ordinateur. On a vu comment les blocs sont stockés, la structure de blocs, comment ils sont reliés. Bien sûr, on a fait des manipulations dessus. Dans cette séance, on va un petit peu continuer dans la direction théorique. On va voir de nouveaux concepts. On va compléter ce qu'on n'a pas vu dans la partie, dans le premier TP, le premier hands-on. Je vous rappelle qu'on s'est arrêté sur le point de la structure des blocs, mais on n'a pas introduit la structure des transactions, comment les transactions sont dépensées dans Bitcoin, comment le protocole il permet au destinataire de consommer Bitcoin. Donc, dans cette partie-là, dans cette séance-là, on va découvrir tout ça. Et le premier point avec lequel on va commencer, c'est on va introduire plutôt les types de blockchain, parce que jusqu'alors, on a découvert, on a introduit juste un type de blockchain, ce qu'on verra dans un moment, c'est les blockchains publics. Ça veut dire les blockchains qui proposent un service de transfert de valeur en général, comme Bitcoin ou autre. Mais bien sûr, actuellement, ça n'est qu'un type de blockchain parce que le domaine a tellement évolué depuis 2009 et les choses ont changé. Bien sûr, on a vu les composants de la blockchain initiale, à savoir le réseau peer-to-peer, le ledger qui est distribué et aussi le consensus. Donc chacun il a essayé d'agir sur un de ces trois éléments, de changer la configuration, de changer la solution proposée pour avoir un nouveau type de blockchain. Et donc, en changeant ces mécanismes-là, ces trois éléments-là, on a fini par avoir plusieurs types de blockchain, comme j'ai dit, et majoritairement, on peut classifier toutes les solutions actuelles de blockchain en trois. Donc, on a des blockchains publics, comme c'est le cas de la blockchain de Bitcoin. Ça veut dire quoi, public? C'est un réseau peer-to-peer ouvert à tout le monde, accessible par tout le monde. Donc, c'est comme Internet, donc n'importe qui peut d'une façon publique, accéder aux services n'importe où, télécharger le client comme on l'a fait dans le hands-on, se connecter à cette blockchain-là, avoir des informations, etc. Donc c'est une blockchain publique ouverte pour le public. Et bien sûr, la blockchain publique, c'était la première version blockchain qu'on a eue. C'était les cryptocurrencies au début. Toutes les blockchains étaient des blockchains publiques. Parce qu'on l'a compris dans la première séance, l'objectif c'était de créer une monnaie internationale, une monnaie virtuelle qu'on peut utiliser à l'international et donc ouverte à tout le monde. Et c'était ça la raison d'avoir ce périmètre d'action qui est public. Mais on l'a vu aussi que après avoir vu la réussite de cette technologie blockchain à mettre en place un système qui assure la confiance entre des gens qui ne se partagent pas une confiance mutuelle, bien sûr, même à l'échelle internationale. Les gens se sont intéressés, bien sûr, les acteurs, les entreprises se sont intéressés à cette technologie blockchain. Et bien sûr, une entreprise ne peut pas, pour plusieurs raisons, utiliser une blockchain publique. Parce qu'on a vu, l'information elle est accessible par tout le monde, il y a l'usage du cryptocurrency, etc., etc. Et donc, après, il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle les private blockchains, les blockchains privées ou les blockchains consortium. Donc, c'est quoi? On va commencer avec la dernière, la blockchain consortium. Donc, l'idée, c'est que le périmètre d'usage de cette blockchain, il sera partagé exclusivement par les acteurs qui appartiennent à ce consortium-là.
Il y a aussi le type privé. Donc, c'est une blockchain gérée par une seule entité. Donc, pour mettre en place un service, soit pour le personnel interne, soit pour, par exemple, des filiales. Je donne un exemple. On peut utiliser une blockchain privée au sein de l'IMPT pour qu'elle soit utilisée par les professeurs et les étudiants. Donc, ça ressemble en quelque sorte, si on fait une comparaison avec les réseaux classiques. Donc, on peut avoir un réseau public qui est Ethernet. On peut avoir un réseau entre plusieurs entités, donc une sorte d'intranet entre, par exemple, une école et un ministère, ou plutôt une entreprise et autres. Et on peut aussi avoir un réseau interne privé, donc un local LAN interne. Donc, c'est exactement à peu près la même chose quand on parle de blockchain. Pour chaque type de blockchain, il y a plusieurs projets qui soit publics, soit consortium, soit privés. Et aussi, il y a un deuxième facteur qu'on utilise des fois, parfois, pour aussi différencier entre les types de blockchain, c'est les permissions d'adhésion au réseau, soit ce qu'on appelle permissionless ou permissioned, soit permissionné ou n'est pas permissionné. Ça veut dire quoi? Donc, on peut avoir un réseau de quelconque type, par exemple privé, consortium, public, mais on peut avoir, par exemple, le type permissioned. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est qu'on n'autorise pas n'importe qui de rejoindre. On peut avoir, par exemple, un réseau ici qui est public, mais qui est permissioned. Ça veut dire l'information est peut-être accessible par des acteurs externes, mais ceux qui vont envoyer, recevoir les transactions, valider les transactions, on doit les accepter dans le réseau. Ça veut dire c'est pas ouvert à n'importe qui. C'est ce qu'on appelle permissioned. Au contraire, permissionless, c'est des réseaux qui ne nécessitent pas des permissions, mais nous, on va se focuser par la suite sur les public blockchains et les private blockchains sans prendre en considération cette classification basée sur l'accès au réseau ou l'adhésion au réseau parce que c'est en quelque sorte un critère secondaire. Ce qu'on doit retenir en général, c'est qu'on a deux grands types. On a les blockchains publics et les blockchains private. Donc, soit ils sont ouverts comme des réseaux publics, soit ils sont réservés à un usage, soit interne à réservé à une seule entité ou entre plusieurs acteurs. Et donc ça, c'est des projets. Comme j'ai dit, la blockchain a tellement évolué qu'on a actuellement des centaines de grands projets qui proposent des blockchains avec différentes configurations, différentes caractéristiques. Ce schéma-là présente un type de blockchain, comme j'ai dit, une blockchain publique. Donc ici, on a, exemple, voici la blockchain de Bitcoin. Donc, on a un utilisateur A et un utilisateur B. Dans ce cas, par exemple, on a achat-vente ou envoi de transactions. Donc, l'acteur A, bien sûr, c'est quelqu'un, c'est monsieur tout le monde. Donc, il va initier une transaction et l'envoyer vers le réseau qui va bien sûr valider la transaction, qui sera bien sûr après enregistré dans le ledger et bien sûr considéré comme reçu par la contrepartie. Et toute cette opération-là, elle est visible par le public, elle est accessible par le public. Ça veut dire les informations sont accessibles par le public. Tandis que dans le deuxième schéma, où on a un consortium, ou ce qu'on appelle aussi hybrid blockchain, une blockchain hybride, c'est que la blockchain, elle est installée entre un certain nombre d'acteurs et c'est le périmètre, ici on voit le périmètre, ce rectangle en bleu, le périmètre est réservé aux acteurs qui appartiennent à ce consortium-là. Par exemple, si on a une banque, donc cette blockchain-là, elle sera bien sûr hébergée chez les acteurs, chez les banques, mais ne sera utilisée que par le personnel des banques ou par exemple les clients de la banque. Par exemple, supposons qu'on a ici au Maroc un consortium de banques qui met en place une blockchain, et donc il va ouvrir l'usage à la clientèle, et donc pour commencer à utiliser cette blockchain, vous devez être enregistré déjà comme un client chez eux,
et ils vont vous donner le wallet pour y accéder, etc., etc. Donc, ça sera réservé en quelque sorte à un segment d'utilisateurs, bien sûr choisi par la banque, et bien sûr pour proposer le service de la blockchain, faisant que un certain nombre de banques veulent par exemple accélérer le transfert bancaire interbancaire, parce qu'on sait aujourd'hui on est J+2. Donc si vous envoyez une transaction bancaire, par exemple un jour, vous devez attendre 2 jours, c'est le lendemain que la transaction est considérée comme validée. Si vous l'envoyez, par exemple, vendredi après-midi, je crois, le soir, donc il ne sera validé que le lundi. Donc il y a toujours des retards, et ça c'est dû au système, comment les banques ils font la compensation, comment ils traitent les transactions interbancaires. Et donc pour par exemple accélérer la compensation interbancaire, on peut mettre une blockchain dès que une transaction est reçue par la banque A et est validée par les banques, donc il sera automatiquement considéré comme valide. Et donc le transfert sera en quelque sorte instantané. Donc ça, c'est une supposition, par exemple, un cas d'usage de la blockchain interbancaire qui a un avantage et un profit immédiat. Le troisième type, c'est comme j'ai dit, une blockchain privée. C'est la blockchain, elle est installée au sein d'une seule entité et les utilisateurs de cette entité-là, ils ont le droit d'utiliser la blockchain. Bien sûr, les validateurs, ils seront désignés par l'entité et elle va donner l'accès aux utilisateurs qui vont commencer à créer leur wallet et bien sûr faire les transactions. Mais toutes les transactions, ils seront stockées sur des ledgers qui sont hébergés au niveau local de cette entité. Donc, quelqu'un qui est externe ne peut ni envoyer des transactions, ni recevoir, ni lire les informations qui ont été validées par cette transaction. Il y a un quatrième type qui est exceptionnel en quelque sorte, c'est ce qu'on appelle Blockchain as a Service ou BaaS, juste l'acronyme BaaS. C'est un service basé sur ce qu'on appelle le SaaS. Je ne sais pas si vous avez une idée sur les formules ou de services qui sont proposés par les opérateurs de cloud. Donc SaaS, c'est Software as a Service. Donc au lieu que vous installez, je ne sais pas, Office chez vous, vous pouvez par exemple utiliser Office. Office, c'est la suite de Word, Excel, etc. Ces outils-là, vous pouvez les utiliser directement sur un service provider sans avoir installé le software. Donc, on utilise le software proposé par un service provider. Et donc, je n'ai pas installé quoi que ce soit. Donc, c'est un service proposé par un service provider au lieu pour vous éviter d'installer les logiciels chez vous. Donc, c'est le service provider qui prend en charge l'installation et la livraison de ce service-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle le SaaS, Software as a Service. C'est une formule très connue. Cette formule-là a été en quelque sorte étendue vers le monde de la blockchain et donc les opérateurs de services cloud, ils ont offert ce service de blockchain as a service. Ça veut dire qu'ils prennent en charge l'installation des nœuds, l'installation du software, toute la partie technique, configuration, matériel, etc., pour vous offrir le service de la blockchain. Plusieurs acteurs proposent ce service-là. On peut trouver par exemple Microsoft, trouver SAP, Oracle, donc tous les opérateurs qui offrent des services cloud. Donc actuellement, ils proposent aussi un service blockchain. Donc on peut se rendre sur leur plateforme cloud et mettre en place une blockchain chez eux et commencer à bâtir un service qui consomme cette blockchain. Et, par exemple, ici, je vais rapidement, donc on peut visiter le cloud Azure et trouver leur service, leur offre de service blockchain, comment ça fonctionne. Donc on peut, par exemple, en créant un compte gratuit sur Azure, donc on peut installer une blockchain, par exemple Bitcoin ou autre, et commencer, par exemple, on aura des machines virtuelles qui représentent des nœuds, et ces machines-là, elles commencent à synchroniser une blockchain, bien sûr, recevoir les transactions. Si par exemple on installe Bitcoin dans ces machines-là, on aura exactement la blockchain qu'on a vue l'autre jour dans le hands-on précédent.
Et donc, on peut soit la connecter à, bien sûr, cette blockchain basse, soit la connecter à la blockchain publique, soit mettre en place une blockchain, soit consortium, soit une blockchain privée. Et donc, ça, c'est l'avantage de ce type-là de blockchain, ou plutôt de solutions, parce que c'est juste un moyen de mettre en place des blockchains consortium ou des blockchains privées. L'avantage, c'est que ça va vous éviter toute la difficulté de configuration software, hardware qui est nécessaire. Donc, comme j'ai dit, le BAS, ça reste une option pour mettre en place une blockchain soit privée, soit consortium. Et donc, je crois que vous avez compris qu'il y a des différences entre les trois formules qu'on a vues, la formule privée, publique et consortium. Quant à la vitesse, donc pour les blockchains publiques, comme c'est le cas de Bitcoin, donc ces blockchains sont considérées généralement comme très lentes. Donc, par exemple, une transaction en Bitcoin, donc il est validé dans un intervalle temporel de 10 minutes, chose qui ne peut pas être pratique pour des cas d'usage pour le professionnel, pour le business en général. Et donc dans les blockchains privés ou federated ou bien hybrides ou même consortium, on a dit que ces trois thèmes signifient la même chose. Donc on a plutôt des blockchains qui sont plus rapides, qui sont configurés de telle façon que les transactions soient validées presque instantanément. Et bien sûr, on a compris que dans le Bitcoin, c'est des réseaux internationaux, les gens ne se connaissent pas, n'ont pas de confiance mutuelle. Et donc, on a mis en place le processus de proof of work, on l'a vu pour la génération des blocs. Les blocs doivent être ensuite validés par le reste du réseau, etc. Donc, toute cette opération prend du temps, tandis que dans les réseaux, par exemple, professionnels, entre banques, on se connaît déjà. Il y a des mécanismes pour s'authentifier, etc. Donc, on n'a pas besoin de tout ce process-là. Et donc, on peut mettre en place des blockchains qui sont plus rapides. La même chose pour l'efficacité. Donc, on peut traiter un volume de données en Bitcoin qui est très limité. Par exemple, un bloc de juste 1 méga, centaines jusqu'à milliers de transactions par 10 minutes, chose qui est en quelque sorte très limité en côté de performance. Tandis que dans les blockchains privées, au même consortium, on peut stocker plus de volume de data et donc on peut avoir des blocs plus larges et donc on a plus d'efficacité comparé bien sûr à une blockchain qui est publique. Mais un point qui est très important, c'est que la sécurité, donc la sécurité des blockchains publiques, elle est suprême, donc c'est une très forte sécurité comparée à une sécurité de blockchain privée au consortium même. Par exemple, dans le cas de consortium, trois acteurs internes, par exemple DSI, des trois banques. Par exemple, dans un schéma, si on a par exemple 5 banques, trois DSI qui sont des amis peuvent par exemple comploter pour changer les valeurs, par exemple, qui sont stockées dans les blockchains et tricher. Et donc, la puissance de la sécurité du mécanisme, il est affaibli par cette réduction de périmètre d'application de la blockchain. On a aussi l'immutabilité. Donc là, l'information dans les blockchains publiques, elle est immutable, donc inchangeable. C'est comme j'ai dit, une fois, c'est comme un livre sacré. Donc une fois la transaction est dedans, aucune information ne peut être changée. Chose qui, au contraire, dans les blockchains privés, au consortium, donc on peut changer les informations, supprimer des données, par exemple. On a un gros volume de données qui est stocké. Donc, comme j'ai dit, dans les cas d'usage privé, on prévoit un gros volume de données. Donc, on ne peut pas stocker jusqu'à l'infini les informations traitées. Et dans le cas des consensus processus, dans les consensus mécanismes, donc en général, dans les cas des blockchains publiques, on utilise des systèmes qui sont anonymes, où on n'a pas besoin de permission, donc tout le monde peut rejoindre. Tandis dans les cas de privé ou consortium, donc pour les gens qui doivent se mettre d'accord ou qui doivent atteindre un consensus, donc c'est déjà des gens qu'on connaît. Donc, on ne peut pas accepter le vote de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, c'est réservé juste aux acteurs du réseau. Donc, c'est un cas spécial, tandis que dans les blockchains publiques, c'est un consensus qui s'applique à tout le monde. Donc, tout le monde peut voter, tout le monde peut rejoindre le réseau. Et bien sûr, les consensus mécanismes généralement appliqués dans le cas des cas publics, dans les réseaux publics,
c'est pas les mêmes qu'on utilise dans les cas privés ou federated. Par exemple, dans le cas de Bitcoin ou Ethereum ou autre, on utilise par exemple des mécanismes qui utilisent la puissance de calcul pour le vote. On l'a vu, proof of work, tandis que dans les réseaux privés consortium, on va utiliser juste des mécanismes qui adoptent le vote classique à l'identité, parce qu'ici, en ce cas, il est facile de vérifier le vote et les identités. Un point très important, c'est la décentralisation des réseaux. Donc, en général, dans les réseaux publics, c'est une décentralisation maximale. On l'a vu l'autre jour, le réseau Bitcoin, c'est un réseau international décentralisé. Tandis dans le cadre privé ou même consortium, c'est des réseaux réduits avec quelques serveurs, donc c'est pas quelque chose de décentralisé, un certain nombre très restreint de serveurs qu'on peut arrêter facilement, donc le service peut disparaître au lendemain, donc c'est quelque chose de très partiellement, on peut dire partiellement décentralisé ou même centralisé, chose qui ne matche pas avec la vision initiale qu'on a vue que pour laquelle la blockchain a été créée, c'est de créer un service instoppable, décentralisé. Les blockchains publiques ils sont généralement pour gérer les fonds. On a vu native assets, ça veut dire ils ont des cryptocurrencies, tandis dans les cas privés consortium, on utilise plutôt des blockchains génériques pour le traitement des données. Donc il n'y a pas de transfert de valeur, il n'y a pas des currencies qui sont transportées. En général, c'est plutôt pour traitement de données, bien sûr, à différents à usage générique. Et donc, ce tableau-là, en fait sorte, c'est la différenciation entre la blockchain et bien sûr différents types majeurs de blockchain, donc une classification majeure. Et normalement, ça ouvre aussi la parenthèse pour discuter de ce qu'on appelle actuellement les DSI, Distributed Ledger Technologies. Donc, pour différencier, bien sûr, ce cas de blockchain public décentralisé avec réseau peer-to-peer, bien sûr, qui ressemble à grand pourcentage à la blockchain qui a été initiée par Bitcoin. Donc, on a créé ce terme DLT pour représenter ces nouvelles versions de blockchain qui changent en quelque sorte soit la structure des réseaux, soit le consensus mécanisme, donc qui change les briques de la blockchain initiale. Et donc, on a proposé ce terme générique DLT pour englober aussi les blockchains, mais aussi les autres mutations, les autres technologies qui essaient d'imiter la blockchain sans, bien sûr, copier tout le modèle. Et donc, ça a donné les fonctions vidéo DLT. Vous pouvez trouver ce terme c'est le plus utilisé dans le monde business. On utilise le terme DLTs au lieu d'utiliser le terme blockchain parce que exactement, on l'a vu dans ce tableau-là, les technologies utilisées pour mettre en place un consortium, c'est pas des blockchains à un certain niveau parce qu'on n'a pas de décentralisation, on n'a pas les éléments nécessaires pour avoir une blockchain mais le problème qui se pose, c'est actuellement on n'a pas un standard qui définit ce que c'est une blockchain, ce que c'est pas une blockchain. Donc, actuellement, c'est un monde nouveau, donc il n'y a pas de standard avec lesquels on peut trancher, mais on essaie toujours d'utiliser le modèle proposé par Bitcoin initialement comme comme une référence ou un référentiel pour pour en quelque sorte classifier les blockchains, les DLTs en général. Est-ce que c'est des blockchains ou c'est juste des DLTs qui ne sont pas nécessairement des blockchains? Et chaque catégorie il a ses projets. Si on aura l'occasion de discuter, donc si on aura un peu de temps vers la fin, on va voir plusieurs projets qui existent, et qui incarnent que ce soit les blockchains, que ce soit les DLTs qui sont bien sûr utilisés dans le monde professionnel. Actuellement, l'état de l'art, pourquoi je présente ça? Parce que c'est très important pour des ingénieurs, pour des développeurs, de savoir que on peut mettre en place des blockchains sans utiliser, par exemple, le proof of work qu'on a vu l'autre jour, le consensus mécanisme utilisé par Bitcoin. On peut mettre en place des blockchains qui sont en quelque sorte hybrides, ce qu'on appelle les DLT. Et ces DLT-là sont plus adaptés au contexte business que les blockchains classiques, qui sont plutôt adaptés à un transfert international de valeurs. Mais rien n'empêche que ces entités-là, ils peuvent s'interconnecter, donc peuvent échanger d'informations.
Je peux par exemple mettre en place une blockchain privée, mais qui va envoyer des informations vers la blockchain publique. Ou aussi, je peux faire la même chose avec un consortium. Donc, je peux par exemple envoyer des empreintes, des informations qui sont stockées en interne pour garantir, parce que cette blockchain publique ne peut pas être modifiée. Donc, je peux stocker mes informations sensibles en local, mais envoyer par exemple des empreintes, des hashes de ces informations-là vers la blockchain publique. Je peux à n'importe quel moment prendre l'information que j'ai gardée chez moi et comparer son hash, son empreinte avec les hashes que j'ai déjà stockés dans cette blockchain publique. Donc, dans ce cas figure, donc cette blockchain publique sera en quelque sorte comme un moyen pour assurer l'intégrité de l'information, bien sûr, qui est interne, même sachant que bien sûr cette blockchain-là, elle adopte tous les mécanismes de, comme j'ai dit, d'assurance d'intégrité. Et donc cette formule-là, elle va profiter de la sécurité maximale qui est offerte par la blockchain publique pour exactement renforcer davantage la sécurité de cette blockchain privée ou de cette blockchain-là qui est consortium. Donc on peut en quelque sorte proposer des schémas qui sont hybrides dans le sens où on peut utiliser des blockchains privées consortium, mais qui communiquent avec des blockchains, bien sûr des blockchains publiques, pour profiter, comme j'ai dit, de leur intégrité et leur niveau de sécurité qui est maximal. Donc là, cette classification qu'on vient de voir, c'est une classification qui montre que la blockchain elle est adoptée actuellement par des acteurs qui ne veulent pas nécessairement avoir la blockchain comme un moyen de transfert de valeur, mais plutôt comme un moyen pour assurer la confiance et gérer les transactions entre entreprises, entre acteurs de n'importe quel type. Et ça, parce que cette technologie-là, il offre plusieurs avantages. Donc, à travers ce qu'on a vu lors des séances précédentes, donc on a compris que la blockchain, il assure des transactions peer-to-peer, bien sûr, en passant par un réseau peer-to-peer. Donc, je transacte directement avec la contrepartie. Il n'y a pas un intermédiaire qui va stopper mes transactions. Il n'y a pas un intermédiaire qui va m'imposer du temps de traitement, un intermédiaire qui peut contrôler le flux de la transaction, comme la banque par exemple. Si j'envoie une transaction, je dois attendre qu'elle soit validée par cette banque. La banque elle peut la refuser. Bon, le process n'est pas garanti parce qu'il y a toujours cet intermédiaire-là. Et dans n'importe quel service, si on a un intermédiaire, on a nécessairement un délai temporel, donc il y a un retard, et il y a un coût supplémentaire parce qu'on doit payer cet intermédiaire pour n'importe quel business. Donc, si on a cet intermédiaire, il y a des problèmes qui émanent de cette structure-là. Et donc, la blockchain, le premier avantage qui nous assure, c'est d'assurer la confiance sans passer par une partie tiers, ce qu'on peut qualifier aussi comme une désintermédiation. Donc, on peut éliminer les intermédiaires. Et donc, si on dit intermédiaire, donc on peut le faire dans n'importe quel secteur. Si on a des intermédiaires, donc on peut les éliminer en mettant en place la blockchain. Le deuxième avantage, c'est que la blockchain il nous offre une transparence. Bien sûr, si la blockchain est configurée comme étant telle, comme par exemple dans le cas des blockchains publiques, donc on a une transparence maximale. Donc, si j'utilise par exemple la blockchain de Bitcoin pour stocker des informations, donc c'est la garantie que les transactions, ces informations-là sont intactes et sont accessibles par tout le monde. Donc, c'est une transparence ultime. Donc, personne ne peut me dire ces informations-là elles ont été modifiées ou falsifiées, etc. C'est une sorte de transparence ultime. Prenez le cas d'exemple, si on utilise un vote via la blockchain de Bitcoin, donc chacun va voter via une transaction qu'il va envoyer sur le réseau Bitcoin. Donc on peut voir d'une façon transparente les résultats du vote. Monsieur X, il a voté pour Y, Monsieur Z, il a voté pour Z. Et donc, ça, c'est une transparence maximale avec une assurance de l'intégrité de l'information. Et ça, c'est le troisième
avantage que les blockchains elles assurent, c'est une intégrité d'information maximale. Donc, si, comme j'ai dit, j'envoie une information sur les réseaux de Bitcoin, bien sûr, ça c'est offert par les réseaux publics. Si j'envoie une information sur une blockchain publique, donc j'assure une intégrité maximale de l'information. Parce que comme on l'a vu, personne ne peut changer les informations qui sont stockées dans ces réseaux. Quatrième avantage, c'est un résultat de ce qu'on a vu, c'est-à-dire un gain de temps et de coût. Pourquoi? Parce que on évite tous les problèmes qui émanent du manque de transparence, du manque d'intégrité ou qui émanent du fait qu'on a une intermédiation. Euh, Parce que la blockchain nous élimine tous ces trois problèmes, le problème de transparence, d'intégrité, de l'intermédiation. Donc, on peut gagner en résultat du temps, bien sûr, comme j'ai dit, parce que le temps nécessaire, par exemple, pour assurer l'intégrité ou pour assurer la transparence dans les systèmes classiques, ou même le temps qui est consommé par les intermédiaires, c'est un temps qu'on peut réduire, parce qu'on va éliminer ce problème. Et bien sûr, on peut réduire aussi le coût parce que, comme j'ai dit, on peut éliminer le coût d'intermédiation, le coût de gestion d'intégrité ou de transparence des mécanismes qui assurent la transparence. Et ça, c'est en quelque sorte une formule. Donc, les trois premiers, c'est les avantages et le quatrième, c'est le résultat qu'on peut atteindre en utilisant une blockchain. Vous pouvez chercher sur Internet ce survey qui a été lancé, donc Building Value with Blockchain. C'est un survey très intéressant qui présente une vue sur l'usage de la blockchain à travers les secteurs. C'est un service qui a été implémenté par MIT pour assurer l'intégrité de leur diplôme, donc pour assurer que ces diplômes-là ne sont pas frauduleux, donc pour protéger et vérifier les diplômes qui sont donnés par MIT. Donc l'idée, c'est que on va mettre en place une blockchain sur laquelle on va enregistrer tous les diplômes qui ont été donnés par MIT, permettent aussi aux contreparties de vérifier si les diplômes qui sont présentés par les candidats ils sont valides ou non. Donc, comment on va faire ça? Bien sûr, on a dans ce cas, dans cet exemple-là qui a été lancé par MIT, il se base sur la technologie Bitcoin. Donc, on va utiliser le réseau public Bitcoin. Donc, l'idée, c'est que on va générer un diplôme, on va le certifier, bien sûr, un certificat électronique. On va le signer. Donc, on aura un certificat électronique. On va hacher ce certificat-là. Donc, on prend l'empreinte de certificat et on va la mettre dans une transaction et l'envoyer vers Bitcoin. Nous, bien sûr, dans ce cas, on connaît la clé publique de MIT, dans ce cas, par exemple, dans cet exemple-là. Donc, si quelqu'un veut vérifier le diplôme qui a été présenté par le candidat, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste utiliser un service qui est offert par MIT elle-même. Donc, c'est un site web dans lequel on va mettre cette empreinte-là, ou plutôt le numéro de diplôme-là. Et donc, le service va consulter la blockchain et voir si ces plans a été vraiment attribué par MIT. Et donc, on a dans ce cas très simple une blockchain qui va jouer le rôle de base de données sécurisée en quelque sorte, distribuée, très intègre. Donc, les informations ne peuvent pas être modifiées, qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'école ou l'institut, dans ce cas MIT, qui va générer les diplômes, et les recruteurs qui peuvent vérifier la véracité des informations qui figurent sur les diplômes, bien sûr, pour éviter et combattre, bien sûr, la fraude des diplômes. Donc, si quelqu'un présente un diplôme frauduleux, donc on peut facilement détecter que c'est un diplôme frauduleux, donc on va le rejeter. Donc, l'idée, c'est que on peut mettre en place la confiance entre les recruteurs et bien sûr les diplômes de MIT en utilisant cette blockchain. Donc, si je vérifie qu'un diplôme ne figure pas sur la blockchain, donc je vais le rejeter sans poser de questions parce que j'ai la confiance totale dans la blockchain. Si l'information existe, donc je vais la prendre. S'il n'existe pas, donc je ne vais pas la prendre. Et ça, c'est un exemple très simple qui peut être développé partout dans le monde. Même le projet il est open source.
Même l'IMPT, par exemple, peut mettre des informations sur la blockchain, par exemple, pour les diplômes qui sont générés, attribués par l'IMPT, donc pour assurer pour combattre les fraudes, parce que déjà, entre parenthèses, les fraudes au Maroc, il y a beaucoup de fraudes, surtout pour tout ce qui est pharmacie, tout ce qui est médecine. Donc, on peut, par exemple, dans un jour, prévoir ce cas d'usage, mettre en place une blockchain, par exemple les universités en Ukraine ou dans ces pays-là, avec le Maroc. Et dès qu'un diplôme, par exemple, il est attribué, l'école qui a attribué ce diplôme-là va mettre en place l'information sur blockchain. Et par exemple, ici au Maroc, le ministère de la Santé peut accéder directement à la blockchain sans demander à ces écoles-là. Donc, accéder à la blockchain, avoir les informations pour vérifier que le diplôme a été vraiment attribué par l'école, n'ont pas été falsifié par le déteneur. Dans l'exemple qu'on vient de voir, on a vu que on peut utiliser la blockchain comme étant une base de données sécurisée, inviolable, qui nous assure l'intégrité de l'information. Donc, on peut l'utiliser à un niveau global pour bien sûr vérifier la véracité de l'information et son intégrité. Mais cette technologie, il nous offre aussi d'autres mécanismes qui sont plus importants. Par exemple, le cas ce qu'on appelle les smart contracts, c'est un concept fondamental dans les blockchains. Donc, dans cette deuxième partie, on va découvrir de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'un smart contract? On va découvrir les premiers smart contracts qui ont été introduits par Bitcoin. Mais avant ça, on aura besoin d'un certain nombre de connaissances de prérequis, spécialement liés à la cryptographie asymétrique, comment les transactions ils sont dépensées en Bitcoin, comment elles sont contrôlées. Et par la suite, on va évoluer vers les smart contracts modernes qui sont utilisés actuellement, que ce soit dans le monde des cryptocurrencies, que ce soit même dans le monde business. Donc, on va continuer dans cette séance avec Bitcoin. On va introduire un nouveau projet qui s'appelle Ethereum vers la fin. Et dans la séance prochaine, on va creuser plus et découvrir plus ce projet Ethereum qui offre des smart contracts qui sont plus développés, qu'on peut utiliser. Donc, pour introduire les smart contracts sur Bitcoin, on aura besoin de quelques notions élémentaires. Donc, la première notion, c'est une notion de clé privée, clé publique, c'est-à-dire la cryptographie asymétrique. Donc, c'est la base de la cryptographie. Donc, l'idée, c'est que on a deux entités qui veulent faire des échanges sécurisés, ou plutôt pour échanger de l'information et vérifier que exactement c'est la personne émettrice qui a émis un message donné. Donc, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise cette cryptographie asymétrique basée sur une paire de clés, une clé privée et une clé publique. La clé privée, c'est juste une valeur, aléatoire, mais qui est une valeur très large. Par exemple, on peut utiliser un chiffre sur 256 bits. C'est un chiffre énorme, difficile à deviner. Et donc, à partir de ce chiffre-là, on peut générer un deuxième chiffre plus large qui est la clé publique. Normalement, j'ai trop simplifié la chose, mais ça dépend de l'algorithme qu'on utilise pour générer les clés privées et passer vers la clé publique. Donc, il y a plusieurs fonctions qui font chacun sa propre méthode pour la génération de la clé privée et sa transformation en clé publique. Mais on peut dire que à ce niveau-là, les clés privées, c'est juste un numéro très large qu'on va générer d'une façon aléatoire et à partir duquel on va générer une clé publique. Pourquoi on a besoin de cette clé publique? Parce qu'on doit la partager avec le reste du monde, ok, pour exactement vérifier
vérifier les actions qui ont été faites par la clé privée. Donc, si par exemple j'envoie un message et je le signe avec ma clé privée, toutes les personnes qui disposent de ma clé publique, ils peuvent facilement vérifier que c'est moi qui ai signé ce message-là. C'est un exemple très basique. Donc normalement, la cryptographie utilisée à ce niveau, c'est la signature des messages. On ne crypte pas l'information, ça veut dire on ne transforme pas un message lisible en un message illisible crypté et on le diffuse, mais plutôt on va diffuser un message qui est lisible, mais avec lequel on attache une signature qui va assurer que c'est exactement l'expéditeur qui a envoyé ce message-là. Donc, ici, si on résume les choses, donc M. Bob va générer sa paire de clés. Donc, la clé privée, il va la garder chez lui en secret, c'est-à-dire c'est une valeur à ne pas partager, une valeur privée. C'est pour ça qu'on l'appelle private key ou clé privée, donc n'est pas partagée. Et on va générer à partir de cette clé privée une clé publique. C'est cette clé publique-là qu'on va partager par exemple ici avec Alice. Et donc, quand je vais envoyer un message vers Alice, donc je vais écrire mon message, le signer avec ma clé privée, okay, et attacher la signature au message et envoyer le message vers Alice. Et ainsi, Alice il va utiliser ma clé publique. Et bien sûr, il y a une fonction qui va assurer la vérification, qui va me retourner un message. Par exemple, il va vérifier que la signature est authentique. Et donc, je peux bien sûr m'assurer que le message a été certainement envoyé par Bob, non pas par une partie tierce qui se prend pour Bob, qui essaie d'utiliser son identité. Donc, ce mécanisme de signature, c'est le mécanisme basique qu'on utilise dans les blockchains, toutes les blockchains, pour assurer en quelque sorte la propriété des transactions et pour assurer aussi que c'est l'expéditeur, c'est exactement l'expéditeur qui détient la clé, comme j'ai dit, privée, personnelle, qui a initié cette transaction et n'est pas quelqu'un d'autre qui a essayé juste de forger la transaction à sa place. Donc, là, ce mécanisme-là, il va assurer la propriété et il va assurer aussi la liaison compte transaction. Donc, des transactions qui sont sous le contrôle d'un compte donné ne peuvent être transférées que par la personne qui détient cette clé privée qui est liée à ce compte-là. Donc, si par exemple, moi, je trouve la clé privée qui est utilisée par Satoshi Nakamoto, je peux m'approprier tous ces coins. Ça, c'est faisable, mais le problème, c'est que cette valeur, elle est tellement difficile à trouver que c'est difficile à craquer. Comme je dis, c'est une valeur très large pour la deviner, donc on doit faire des milliards, des trillions, plus que des trillions de calculs pour essayer de trouver cette valeur. Comme j'ai dit l'autre jour, c'est le nombre des probabilités pour trouver une clé privée d'une personne, c'est égal au nombre des atomes qui existent dans l'univers. Donc, c'est comme si, par exemple, je prends un atome, je ne sais pas, quelque part dans l'univers, je le cache dans ma poche et je vous demande de trouver la localisation de cet atome dans l'univers. C'est quelque chose d'extrêmement difficile à deviner. Donc ça, c'est le concept basique qu'on utilise dans les blockchains. Ce qui est différent d'un projet à l'autre, c'est la fonction utilisée pour primo générer les clés privées, clés publiques et pour signer. Donc chacun utilise en quelque sorte sa propre fonction. Bien sûr, il y a des fonctions qui sont utilisées par plusieurs projets. Par exemple, dans Bitcoin, Ethereum, on utilise ce qu'on appelle CDSA. C'est un système basé sur la cryptographie elliptique. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous annonce les choses si quelqu'un est intéressé par faire une recherche à part. Et ça, c'est un système de cryptographie très performant, très sécurisé. Donc l'idée, c'est que chacun utilise sa propre fonction
bien sûr pour avoir plus de performance, mais toutes les blockchains utilisent presque le même concept, c'est qu'on va utiliser la signature cryptographique pour assurer la gestion des fonds. Donc, pour vous donner une idée plus concrète des clés privées et clés publiques utilisées par Bitcoin, donc on peut générer une paire de clés en ligne. Donc, il y a des moyens en ligne qui nous permettent de faire cette opération. Sinon, normalement, si vous vous rappelez bien, lors du dernier hands-on, on a utilisé un client Bitcoin et on a dit que c'est ce client-là qui est responsable de la génération de la clé et il les protège dans un fichier crypté, si vous vous rappelez bien, sous le dossier wallet. Donc l'idée, c'est qu'il va générer exactement cette paire de clés. Donc par exemple, ce site web, cet outil-là, je vais partager le lien dans la description. Donc vous pouvez générer votre clé privée à chaque fois. Donc on clique ici, donc on aura une clé privée. Donc il est bien sûr codé en hexadécimal. Et donc voici la clé privée, à quoi elle ressemble. Voici une clé publique. Voici bien sûr une adresse, parce que on le verra dans un instant, une adresse, elle est générée à partir d'une clé publique. Dans un certain nombre de cas, on utilise la clé publique et on la met dans un processus donné pour générer l'adresse vers laquelle on va envoyer les fonds. Donc, si on parle adresse, c'est la même chose que par les clés publiques. C'est juste une valeur plus réduite que la clé publique qui est une valeur plus large. Donc, si quelqu'un il signe son message en utilisant cette clé privée-là, donc il peut juste partager avec moi sa clé publique, ok, et bien sûr avec la signature, et je peux valider si cette personne qui dispose de cette clé privée-là a bien signé la transaction. Et bien sûr, il y a une liaison directe clé privée, clé publique, mais aussi adresse. Donc, si quelqu'un m'envoie une transaction à partir de cette adresse-là et il la signe avec cette clé privée-là, il suffit qu'il m'envoie la signature avec la clé privée pour savoir que c'est vraiment le propriétaire de cette adresse-là qui m'a envoyé ce message. Donc, il y a aussi des outils qui permettent, cet outil-là qui va nous permettre de faire des opérations de signature en ligne et de vérification. Par exemple, ici, nous spécifions exactement la fonction qu'on utilise dans Bitcoin. Par exemple, dans Bitcoin, on utilise cette fonction-là qui s'appelle Elliptic Curve, bien sûr, mais SEC P256K1, c'est la fonction utilisée en Bitcoin. Donc, on peut utiliser cet outil-là pour générer clé privée. Et bien sûr, il va nous générer aussi clé publique. C'est codé en base 64, mais bien sûr, on peut coder soit en hexadécimal, soit prendre l'hexadécimal et le coder en 64 bits, en base 64. C'est juste des détails. Mais ce qui nous importe, nous, c'est l'idée qu'on peut signer un message, une transaction ou n'importe quelle valeur, parce que déjà, une transaction, c'est juste une valeur, c'est juste des bits ou des bytes qu'on peut signer. Donc, c'est des valeurs signables qu'on peut signer. La même chose, on peut signer juste un message, comme un email. Donc, on aura en sortie cette valeur-là. C'est ça la signature. Donc, si quelqu'un m'envoie ce message-là avec cette signature-là, il doit me donner aussi sa clé publique pour que je puisse vérifier que c'est vraiment le déteneur de la clé privée qui est correspondante à sa clé publique, que cette personne qui a signé ce message-là. C'est pas une autre personne. Donc ça, c'est la base de la cryptographie asymétrique. Donc on utilise une clé privée pour signer en privé les messages et on diffuse les messages avec la signature comme sur ce slide-ci. Et donc on a la signature ici, c'est une valeur, comme on vient de le voir sur le site web. Donc c'est une valeur séparée du message. Donc je peux envoyer le message en clair, par exemple hello IMPT, avec la signature. Et donc les autres, ils peuvent utiliser ma clé publique pour vérifier est-ce que c'est vraiment ce monsieur qui a signé ce message ou non. Donc c'est un moyen qui va m'assurer
comme j'ai dit, de vérifier que l'expéditeur, c'est vraiment le déteneur de la clé publique, de la clé privée correspondante à la signature. C'est un moyen pour vérifier sans s'identifier. Donc, j'ai pas besoin de connaître son nom, son prénom. J'utilise ici, dans ce cas de blockchain, j'utilise juste des adresses. Donc, l'adresse, c'est en quelque sorte, c'est un symbole de la clé privée. Donc, si je reçois un message de cette adresse donnée, donc, je dois avoir aussi la signature et la clé publique qui va être partagée avec moi. Et donc, je peux facilement voir que le déteneur de la clé privée qui a créé cette adresse-là a vraiment signé ce message, a vraiment envoyé dans notre cas, parce que dans les échanges, on parle plutôt d'envoi de transaction, mais c'est la même chose. C'est le monsieur qui a envoyé cette transaction. On compare, comme j'ai dit, juste la signature contre la clé publique en utilisant un algorithme, bien sûr, qui a créé la signature. Et donc, ce concept-là, très basique, c'est exactement le concept qu'on utilise dans Bitcoin, en général dans les blockchains. Et c'est pour ça on utilise le terme cryptocurrencies, parce qu'on n'utilise pas des identités, mais plutôt des identités, bien sûr, à la classique, mais on utilise plutôt des identités cryptographiques. Donc, chaque personne est identifiée par sa clé privée. Bien sûr, dès qu'on parle clé privée, automatiquement, c'est comme un arbre. On peut générer une clé publique, on peut aussi générer une adresse. Donc, ils sont liés, ces trois-là, ils sont liés. Donc, si je reçois quelque chose à partir d'une adresse, donc je peux utiliser la clé publique que le monsieur a partagée avec moi au préalable pour checker si c'est vraiment lui qui a envoyé les transactions ou non. Donc, par exemple, moi, je peux forger une transaction en utilisant l'adresse. Je peux mettre dedans, par exemple, dans la transaction, l'adresse de Satoshi Nakamoto, mais je ne peux pas signer la transaction correctement parce que je ne dispose pas de sa clé privée. Et donc, si même j'envoie une transaction que j'ai construite, j'ai forgée pour essayer de prendre ces fonds, le reste du réseau va refuser ma transaction parce qu'ils vont comparer ma signature avec la clé publique de M. Satoshi. Ils vont trouver que ça ne correspond pas et donc ma transaction sera refusée. Donc, comme j'ai dit, on utilise ce concept basique de clé privée, clé publique, signature pour assurer le contrôle des fonds dans la blockchain. Donc, comment ça passe? Donc ici, on a par exemple Monsieur A avec Monsieur B. Donc ça, c'est Monsieur A. Ok. Donc, ça, c'est Monsieur A par exemple, qui veut recevoir des fonds de la part de Monsieur B. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, j'ai dit, on installe un client qui va faire cette opération, générer clé privée, clé publique. Normalement, toute cette opération de vérification, de transfert de clés publiques, génération de clés privées, c'est pas fait à la main, mais c'est plutôt réalisé par le client lui-même. Donc, c'est des opérations qui font part du protocole. Donc, ils sont, bien sûr, comme j'ai dit l'autre fois, euh, réalisés par le client, non pas par la personne. Mais juste ici, par abus de langage, on dit que la personne partage avec et donne, mais c'est plutôt le client qui fait toutes ces opérations-là. Donc, le monsieur A va bien sûr transmettre sa clé publique vers la personne qui veut lui transmettre les fonds. Bien sûr, on va voir par la suite qu'on donne la clé publique, mais aussi c'est l'adresse, parce que on génère l'adresse à partir de la clé publique. Okay? Et donc, je vais lui donner mon adresse qui représente ma clé publique. Et donc, le monsieur va envoyer les fonds vers cette adresse qui représente ma clé publique. Bien sûr, on verra dans un instant qu'il va ajouter une clause, une condition pour que ces fonds soient dépensés par la personne A. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son transaction, mais il va ajouter une clause dans un champ bien réservé pour les clauses, dans lequel il va mettre cette transaction ne sera, par exemple, dépensée que par le monsieur qui détient la clé privée correspondante à cette adresse-là. Et donc, pour que monsieur A dépense, bien sûr, débloque ces fonds-là, il doit présenter sa clé publique avec une signature. Et donc, le reste du réseau, il peut comparer la clause qui a été définie par monsieur B, okay, avec les données qui sont présentées par monsieur A, à savoir sa clé publique et sa signature. Donc, si ça match et ça indique que vraiment c'est le déteneur de la clé privée correspondante, donc il peut consommer ces fonds.
Donc, pour résumer, si par exemple moi je suis cette personne-là, j'ai ma clé, j'ai ma paire de clés. Donc, si je veux transférer des fonds, bien sûr, vers un autre compte, les envoyer vers quelqu'un d'autre, donc je dois les débloquer. Bien sûr, ces transactions-là, elles sont sauvegardées dans la blockchain chez tout le monde. Et donc, quelle est la pièce de preuve que je dois fournir? C'est comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, la transaction il a été envoyée vers mon adresse. Mon adresse, il présente ma clé publique. Et donc, qu'est-ce que je dois fournir? Je dois fournir ma clé publique avec une signature digitale pour prouver que c'est bien moi le déteneur de cette clé, de cette paire de clés. Et ensuite, bien sûr, la transaction sera approuvée par le reste du réseau parce que c'est moi, je prouve vraiment ma propriété de ces fonds-là. Et comme on l'a dit tout à l'heure, donc la clé privée, à partir de cette clé privée, de cette valeur random, cette valeur aléatoire, on génère une clé publique, mais à partir de cette clé publique aussi, on va générer l'adresse qu'on utilise dans le réseau Bitcoin. Donc, il y a une liaison directe entre l'adresse, la clé publique et la clé privée. Donc, si je reçois des fonds sur mon adresse, et je dois par la suite prouver mon propriété, donc je dois créer une nouvelle transaction qui dépense les fonds reçus par cette adresse-là, et donc je dois fournir ma clé publique et bien sûr aussi une signature qui prouve que c'est vraiment ma clé publique parce que j'ai la clé privée dont elle découle. Et donc ça, c'est le processus utilisé par presque toutes les blockchains. Donc on utilise toujours cette identité cryptographique pour agir sur les transactions et les fonds ou les informations en général. C'est parce qu'on parle dans le cas des blockchains en général pour agir sur les informations. Je dois prouver mon identité cryptographique, comme j'ai dit, une identité qui révèle pas les informations personnelles. C'est juste un moyen pour assurer que c'est la personne X qui a envoyé les transactions. Dans la signature digitale, il n'y a pas d'informations personnelles ni d'appartenance. C'est juste un moyen pour assurer que ce monsieur-là, il possède exactement la clé privée nécessaire. Donc, comme j'ai dit, une transaction, il est protégé par les clauses qui ont été définies par l'émetteur. Donc, l'émetteur, il va dire que cette transaction-là, ces fonds-là, ils sont envoyés vers cette adresse-là. Donc, c'est pas comme un email. Les transactions vont atterrir dans mon propre client ou dans mon propre compte, mais c'est des transactions partagées par tout le monde. Donc, on met juste le destinataire, ou plutôt la condition pour débloquer ces fonds-là. Et donc, dans le cas général, on bloque les transactions avec les adresses. Donc, je vais dire que cette transaction ne peut être consommée que par le propriétaire de l'adresse, par exemple, présente. Et on a vu que le mécanisme pour prouver la propriété d'une adresse, c'est on utilise le système de cryptographie asymétrique, c'est-à-dire on utilise la signature pour prouver que par exemple, je détiens la clé privée correspondante à cette adresse-là. Donc, c'est un mécanisme très simple, mais c'est un mécanisme qui permet d'élargir le scope des conditions que l'émetteur peut mettre en place. Bien sûr, ça, l'exemple que je viens de dire, c'est qu'un exemple, c'est qu'un mécanisme ou c'est plutôt le mécanisme le plus utilisé dans Bitcoin pour débloquer les fonds. Donc, j'envoie vers une adresse qui représente une clé publique. Le récepteur, pour débloquer les fonds, il va prouver son ownership, sa propriété en signant, en présentant une signature valide, mais ça n'empêche qu'on peut définir plusieurs types de conditions pour dépenser les fonds. Donc, on va voir d'une façon plus détaillée comment les transactions ils hébergent ce type de conditions qui contrôlent les clauses de dépenses par autrui. Donc, si par exemple, moi j'envoie une transaction à monsieur A, supposons que cette transaction elle a été envoyée par monsieur B vers monsieur A. Donc, monsieur A va recevoir une transaction, bien sûr, la voici. Et cette transaction,
dans laquelle je vais mettre les clauses qui vont permettre à monsieur A de dépenser cette transaction-là. Dans ce cas, par exemple, je vais mettre l'exemple que je viens de présenter, de dire il doit présenter une clé publique correspondante à l'adresse vers laquelle j'envoie les fonds. Et donc, généralement en Bitcoin, on appelle ça script pubkey. Donc, c'est un script qui bloque une transaction pour qu'elle soit juste consommée par le propriétaire le bon propriétaire, mais pas par tout le monde. Donc ça, c'est la première partie. Donc l'émetteur va définir une transaction avec ce qu'on appelle un lock-in script, un script qui va bloquer cette transaction-là. Et le propriétaire, s'il veut, dans ce cas par exemple, créer une nouvelle transaction à partir de la transaction, à partir des fonds qu'il a reçus, il veut créer une nouvelle transaction et consommer cette transaction qu'il a reçue auparavant. Donc, il va fournir ce qu'on appelle un unlocking script, ou plutôt un script de déblocage de ces fonds. Normalement, dans ce script de déblocage, qu'est-ce qu'on va fournir? On va fournir les clauses nécessaires par ce script ce locking script, ce script de blocage. Et normalement, tous les nœuds dans Bitcoin, ils disposent bien sûr d'un client, mais ce client-là, il peut exécuter ces scripts-là et voir est-ce que ça match ou ça match pas. Est-ce que c'est correspondant ou correspondant pas. Par exemple, un cas très connu, c'est ce qu'on appelle pay to script hash, ou plutôt pay to pubkey hash. Donc l'idée, c'est que moi, je vais envoyer une transaction vers une adresse. Et le monsieur qui veut consommer cette transaction-là, il doit fournir la clé publique avec une signature correspondante à l'adresse auquel j'ai envoyé les fonds. Donc ici, on a le lock-in script, ok, celui-ci. Donc c'est en Bitcoin, les scripts ils sont définis en un langage très simple, c'est un scripting language, dans lequel on va mettre des instructions, c'est du code, on verra ça dans un instant, mais à ce niveau-là, on reste un peu général. Donc, le lock-in script, c'est un ensemble d'instructions, okay, donc qui demande que ces fonds-là ne seront consommés que si quelqu'un va présenter une signature correspondante à cette clé, par exemple, à ce hash-là, à cette valeur. On va simplifier les choses. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quelqu'un ici doit fournir un script, un ensemble de valeurs qui, si on les applique à ce script-là, ils vont nous donner une valeur correcte. Ça veut dire que le script s'exécutera d'une façon correcte. On aura une valeur true, par exemple, à la fin de l'exécution. Donc, comme on exécute ces deux scripts-là, normalement en Bitcoin, on utilise ce langage-là, c'est un stake-based language, c'est-à-dire il utilise un stack dans lequel on va mettre les instructions. C'est comme plusieurs langages qui existent, qui adoptent cette vision de stack, par exemple Java ou autre, donc dans lesquels on va mettre les instructions, les opcodes, et on aura à la fin, en haut ici, le résultat d'exécution des deux scripts. Donc, on va charger le script, bien sûr, les valeurs qui ont été données par celui qui veut consommer cette transaction. On va les charger dans le stack. Et ensuite, on va charger aussi le script et vérifier est-ce que l'exécution va se terminer correctement ou non. Donc, si ça se termine correctement, donc le monsieur, il a vraiment le droit de consommer cette transaction-là. Et par conséquent, la transaction va être considérée comme acceptable par le réseau. Et donc, ce qui nous reste à savoir, c'est comment les scripts sont créés, comment les opcodes fonctionnent, etc. On va voir ça dans un instant. Et bien sûr, je crois que vous avez deviné que ça, c'est en quelque sorte un simple smart contract, parce qu'on définit des clauses qui contrôlent une action, qui contrôlent le transfert des transactions dans Bitcoin. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, en Bitcoin, on utilise deux scripts. C'est très simple. Donc, on a une transaction reçue
qui est locké ou plutôt bloqué par ce qu'on appelle script PubKey ou locking script. C'est un script qui définit les clauses sous lesquelles la transaction il peut être consommée. Et bien sûr, on a vu aussi le script SIG, ça veut dire le script qui sera fourni par celui qui veut consommer la transaction. Et donc, l'exécution de ces deux-là doit être correcte, ça veut dire l'exécution doit donner une valeur correcte à la fin, après l'exécution. Et donc, si c'est le cas, donc le monsieur qui prétend la propriété de ces fonds, il peut les débloquer. Bien sûr, comme j'ai dit, on a vu un premier exemple dans lequel on utilise les clés publiques avec la signature pour prouver l'ownership, mais rien n'empêche qu'on peut avoir un cas d'usage plus simple que ça. On utilise ça parce que c'est plus sécurisé. Ça, c'est un modèle très sécurisé parce que personne ne peut transférer que ses propres fonds, ne peut pas transférer les fonds des autres. Mais rien n'empêche que je peux, par exemple, envoyer une transaction, moi, mais définir une condition qui est très simple. Par exemple, je peux dire que je vais envoyer une transaction vers le réseau, je ne connais pas qui va prendre cette transaction, et définir une clause simple, dire que celui qui va trouver un hash égal à cette valeur-là, il peut prendre ces fonds-là. Par exemple, je peux créer un jeu dans lequel je peux, par exemple, dire hasher une valeur secrète, par exemple hello IMPT, et envoyer une transaction vers le réseau et dire celui qui va trouver ce hash-là, qui est correspondant bien sûr à la valeur secrète hello IMPT, il peut prendre les fonds. Par exemple. Donc, par cet exemple-là, je veux dire qu'on peut définir n'importe quel type de clause dans les transactions. Eh bien, ces clauses-là doivent être remplies par celui qui va réclamer cette transaction-là, qui veut la dépenser. Bien sûr, dans le cas le plus fameux, on utilise, comme j'ai dit tout à l'heure, on le verra par la suite aussi, l'usage des clés publiques avec les signatures, parce que c'est très sécurisé, mais rien n'empêche que je peux définir des clauses, bien sûr en respectant juste le langage de scripting utilisé par Bitcoin. Donc on va le voir. Donc sur la documentation officielle, donc bitcoin.it, donc on trouvera une introduction du script utilisé par Bitcoin. Donc ici, on peut trouver toutes les instructions qu'on peut utiliser pour créer notre script. Donc il y a des instructions de différents types. Il y a des instructions de vérification, donc if, else, bien sûr, c'est comme un langage. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un langage basique. Basé sur un stack dans lequel on va bien sûr exécuter les instructions une après l'autre. On verra dans un instant un exemple. Donc, ce que je veux transmettre, c'est que dans une transaction de Bitcoin, on peut définir, en utilisant ce langage-là offert par le protocole Bitcoin, donc je peux définir des instructions qui vont agir sur la transaction elle-même. Il y a exactement différents types d'instructions. Il y a des opérations arithmétiques, des opérations logiques, etc. Même cryptographiques, par exemple pour comparer des hashes, etc. Des opérations temporelles pour, par exemple ici, contrôler le temps d'exécution d'une transaction. Mais bon, je vous invite bien sûr à jouer avec du scripting de Bitcoin. Ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, un premier type de smart contract, un type simple dans lequel on va utiliser un langage qui est en quelque sorte réduit avec un instruction set, avec un ensemble d'instructions qui est limité. Et bien sûr, on peut construire une transaction et l'envoyer vers le réseau. Le réseau qu'est-ce qu'il va faire? Chaque validateur, il va juste prendre la transaction, prendre la partie locking script ou script PubKey avec le script SIG, les exécuter dans sa machine, bien sûr, dans son stack, et voir le résultat. Est-ce que c'est correct ou c'est non? Si c'est correct, il va accepter la transaction. Sinon, il va la refuser. Mais comme j'ai dit, le nombre d'instructions il est très réduit, mais on peut faire des choses qui sont très intéressantes. Donc ici, il y a un outil très intéressant en ligne
qui peut nous aider à en quelque chose émuler l'exécution du script Bitcoin. Donc on peut codifier ici par exemple bien sûr des instructions. Ici j'ai mis un message secret. Qu'est-ce que ça veut dire ce script-là? Donc si quelqu'un il m'offre bien sûr ça, juste pour ne pas accélérer les choses. Donc ça, normalement, c'est le script, le lock-in script. Ça, c'est le lock-in script. Ça, c'est un lock-in script. Bien sûr, dans ce cas, j'offre juste des valeurs. Et donc, l'idée, c'est que dans le lock-in script, je vais dire celui qui va me donner une valeur, si je la hash, par exemple, en utilisant, bien sûr, ça, on peut lire sur la documentation, ça veut dire quoi. Donc, c'est un double hash en utilisant, bien sûr, un hash de SHA-256 après suivi par RIPDEM 160. Bon, je vous évite les détails, mais c'est une opération de hashage. Si quelqu'un me donne la valeur auquel, si j'applique cette fonction de hashage et j'aurai cette valeur, peut débloquer les fonds. Et bien sûr, dans mon cas, la valeur correcte, c'est ici, je crois, c'est IMPT. Donc, j'ai fait le calcul auparavant. Donc, j'ai calculé le hash en utilisant cette fonction-là. Je l'ai eu, par exemple, c'est égal à exactement cette valeur. Donc, si j'envoie, par exemple, par exemple, moi, je veux consommer cette transaction qui a ce lock-in script-là et j'offre une fausse, par exemple, je fournis une valeur qui n'est pas correcte, qui est fausse. Donc, l'exécution sera erronée. Ça simule aussi les instructions et le chargement des valeurs dans le stack du client Bitcoin. Et donc, par contre, si j'offre la valeur qui est exacte, j'aurai une exécution qui est correcte parce que exactement cette valeur-là, elle correspond à cette valeur-là si elle est hachée en utilisant ce mécanisme. Juste pour trancher, donc on peut avoir l'explication de ce opcode-là. Donc rapidement, sur la documentation officielle, donc on peut avoir que c'est un double hachage avec exactement, c'est un double hachage en utilisant premier hash SHA-256 avec un deuxième qui est RIPMED 160. Donc si je prends une valeur par exemple IMPT ou Hello IMPT, je lui applique ces deux fonctions-là, donc j'aurai cette valeur-ci. Et donc, moi, j'ai juste fourni, bien sûr, les valeurs sont en hexadécimal, donc on opère toujours en hexadécimal. Donc, si on décode ça en hexadécimal, j'aurai, je crois, IMPT. Donc, l'idée, c'est que là, j'ai mis en place un lock-in script, ça veut dire je contrôle la transaction avec ce script-là. Et ici, celui qui veut consommer et réclame la transaction, il doit juste fournir ou plutôt les paramètres qui peuvent débloquer ce script-là. Donc ça, c'est un exemple très simple d'un script de Bitcoin. Sinon, il y a un autre, bien sûr, un autre outil en ligne qui offre presque tous les cas, tous les scripts qui s'exécutent dans le cas exécutés dans le cas de Bitcoin. Donc, on verra quelques-uns après et qui nous facilite la tâche, bien sûr. Quels sont les opcodes, quelles sont les valeurs. Il nous donne même des exemples d'exécution, par exemple, de scripts. Donc, on a les scripts SIG, ça veut dire le script qui débloque la transaction, et on a toujours les scripts qui bloquent l'exécution. Donc, on va revenir comme ça. J'ai dit c'est un exemple, donc je mets un puzzle, je mets juste en quelque sorte un énigme qui sera résolu par la personne qui connaît la solution. Donc, on peut utiliser même ça comme un jeu sur Bitcoin. Deuxièmement, là, c'est le moyen le plus utilisé que j'ai introduit au début, c'est l'usage de la clé publique et de l'adresse comme un moyen pour bloquer les fonds. Donc, l'idée, c'est que on va utiliser le script PubKey ou plutôt le script de blocage. Donc, ça sera le script de blocage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour débloquer ces fonds-là, vous devez fournir une valeur qui va nous donner une signature correspondante à cette adresse-là, à cette clé publique.
Donc, le monsieur il va offrir une signature, une clé publique, et comme on l'a vu, les validateurs vont prendre ces deux valeurs-là et vont les mettre dans le stack. Bien sûr, ils vont exécuter ces instructions-là et ils vont vérifier est-ce que l'exécution a été correcte ou a été fausse. Donc, c'est exactement dans ce cas. Donc, je vais donner mon adresse. Vous voyez, OK? Parce qu'on a vu que l'adresse, c'est en quelque sorte une représentation de la clé publique. Le monsieur, il va m'envoyer une transaction avec ce login script dans lequel il va dire hacher bon, les instructions et checker la signature pour voir, pour s'assurer que seul le monsieur qui a la clé privée qui a permis la création de cette adresse peut débloquer cette instruction 7, c'est-à-dire cette condition-là. Ça, c'est une représentation plus pratique parce que nous, ici, on fournit des valeurs. Donc, comme j'ai dit, l'expéditeur il va utiliser l'adresse qu'il a reçue. Il va l'inclure dans le script PubKey. On a vu, on l'appelle aussi le lock script ou le script de blocage dans lequel je vais mettre les instructions, dire que veuillez, c'est en quelque sorte une demande, veuillez fournir la signature et la clé publique qui est correspondante à cette adresse. C'est exactement ça l'énigme. Et donc le monsieur qui veut consommer cette transaction, il va nous fournir, bien sûr, ici la clé publique et ici la signature. C'est exactement ça. Et on va, comme on l'a vu tout à l'heure, fournir ces paramètres-là à ce script-là et l'exécution sera correcte parce que on va prendre cette public key et lui appliquer cette valeur-là. Ça sera une valeur égale. Ensuite, on va aussi vérifier la signature contre la signature qui a été fournie. Et donc, on peut, en utilisant ces deux paramètres, débloquer les fonds et notre transaction sera acceptée par les validateurs. Donc, ça, c'est très important parce que tout à l'heure, je disais toujours la clé publique, l'adresse, c'est quelque chose d'équivalent. C'est exactement ça parce que l'adresse, c'est juste une clé publique qui est hachée. Bien sûr, il y a un processus de transformation de la clé publique vers une adresse. Juste la différence, c'est que la clé publique, c'est une valeur très large, et l'adresse, c'est plutôt une valeur réduite, mais il y a une liaison directe. Donc, si on a une clé publique, on connaît le processus qui génère cette adresse, donc on peut faire la vérification. Et donc, si je dis, on envoie ici vers une adresse, donc j'aurai besoin, bien sûr, lors de la vérification de la clé publique, faire cette opération qui normalement, c'est la même ici, c'est la même ici, donc c'est la même ici qui nous a généré l'adresse. Donc, c'est en quelque sorte, on va vérifier la clé publique, faire le calcul et la comparer à l'adresse qui est indiquée dans le login script. Donc, ça, c'est la première partie de la vérification. Et ensuite, on aura besoin de la signature pour vérifier que le monsieur, vraiment, c'est le propriétaire, le bon propriétaire de cette clé publique. C'est pas qu'il a juste pris quelque part et il va l'utiliser. Mais on aura besoin, bien sûr, de la signature pour s'assurer que c'est lui vraiment qui a généré cette clé publique. Et donc ça, c'est le mécanisme le plus utilisé dans le réseau Bitcoin. Donc l'idée, c'est que j'envoie vers une adresse qui représente, comme on l'a vu, qui représente une clé publique. Et donc on utilise aussi la signature pour s'assurer que c'est le bon propriétaire de la clé privée. Donc ça, c'est le mécanisme le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle Pay to Public Key Hash. Ça veut dire, pourquoi Public Key Hash? Le Public Key Hash, c'est exactement l'adresse. Parce que pour passer de la clé publique vers l'adresse, on hash la clé publique. C'est exactement ça, on la hash. Donc, pour ça, on appelle Pay to, ça veut dire payer à celui qui détient le hash de cette clé publique. Ça veut dire l'adresse. Parce que j'envoie vers une adresse qui n'est juste que le hash d'une clé publique. Donc, pour résumer, ce mode le plus utilisé dans Bitcoin, le Pay to Public Key Hash, dans lequel l'émetteur il va envoyer des fonds avec un login script. Dans ce login script, il va mettre ce script PubKey dans lequel il demande qu'on lui fournit
la clé publique et une signature correspondante à cette adresse vers laquelle il envoie. Et on l'a vu que bien sûr, le validateur, il va checker la correspondance de l'adresse avec la clé publique et aussi il va checker la correspondance de la clé privée avec la clé publique en utilisant, bien sûr, la signature. Donc, c'est exactement le mode utilisé. Et on a vu aussi qu'on peut, bien sûr, on peut élargir le scope pour ajouter plus d'instructions, mais ça, c'est le mode le plus utilisé dans Bitcoin. Cette figure-là représente l'exécution des instructions dans le stack d'un client de validateur. Donc, par exemple, un validateur, il a ce stack-là, une partie de mémoire dans laquelle donc, il va charger les valeurs qui ont été fournies par celui qui veut débloquer les valeurs, la transaction. Et donc, il va charger les valeurs. Bien sûr, c'est des opérations de duplication juste pour permettre le calcul. Donc, je vous évite les détails. Mais bon, l'idée, c'est qu'on va prendre les valeurs, leur appliquer les opcodes qui sont définis par le script pubkey ici et attendre le résultat final qui va être au top du stack. Donc, soit c'est un true et donc la valeur, donc le script s'est bien exécuté, soit un false et donc ça ne sera pas accepté, ça sera rejeté et donc celui qui veut consommer les transactions ne pourra pas faire passer sa transaction. Et donc, si vous vous rappelez bien lors du dernier hands-on, on s'est arrêté au niveau du corps du bloc. Et on a dit que donc le bloc il est constitué d'un header, d'un en-tête avec bien sûr un body ou un corps. Et on a dit que dans le corps, bien sûr cette partie d'ici, donc en rouge, donc on a dit que dedans, on va trouver les transactions qui ont été envoyées. Et bien sûr, c'est exactement le cas. Donc, si on perce plus, donc on prend par exemple les transactions qui sont stockées au niveau du corps du bloc. Qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver ce qu'on appelle transaction input avec les transactions output. Donc ça, c'est les transactions réclamées, bien sûr, par les personnes qui veulent créer des transactions. Donc, je spécifie une transaction que j'ai reçue au préalable pour la consommer, et bien sûr, et créer une nouvelle transaction. Donc, par exemple, moi, je veux envoyer à mon ami Ahmed, mais pour lui envoyer, par exemple, un Bitcoin, donc je dois chercher dans les transactions que j'ai déjà reçues par mes frères, je ne sais pas, mes amis ou la famille, je ne sais pas, et donc pointer une transaction et bien sûr fournir le unlocking script, bien sûr, par exemple dans le cas page public key hash, donc je vais fournir ma signature avec ma public key et bien sûr je vais créer cette transaction de transfert de valeur vers mon ami Ahmed. Donc c'est exactement le cas. Donc dans chaque transaction, on trouvera un input et un output. Et dans le input, il y a un certain nombre, bien sûr, d'informations. Et ici, c'est le script. Ça, c'est le locking script, le pubkey script. Okay? Et ça, c'est le unlocking script ou le script de déblocage. Bien sûr, ça, c'est encodé en hexadécimal, mais c'est exactement juste les opcodes qu'on a vus tout à l'heure. Donc, si je reviens rapidement. Donc, si je reviens vers cet éditeur-là, bien sûr, vers mon exemple, donc je trouverai, le script est encodé en hexadécimal. C'est-à-dire chaque instruction est là à une valeur correspondante. Et donc, on peut codifier ce script-là dans une valeur sérialisée. Donc, c'est un processus de sérialisation. Et bien sûr, cette valeur-là sera inclue dans la transaction, bien sûr. Bon, si on prend le unlocking script, le locking script par exemple ici, ça sera exactement cette valeur qu'on trouvera par exemple dans la transaction, dans le input. C'est exactement cette valeur-là. Bien sûr, c'est pas la même valeur, mais c'est un exemple. Donc, pour voir bien sûr le locking script qui a été utilisé dans cette transaction, on doit décoder cette valeur-là en utilisant soit cet outil que je viens de vous présenter. Donc, on peut décoder cette valeur-là et lire les opcodes. Par exemple, hash 160. Ça sera un exemple similaire à ce qu'on a vu tout à l'heure.
Et donc, aussi dans le output, on va trouver le unlocking script, les valeurs qui sont encodées, bien sûr, en utilisant un encodage hexadécimal. Et donc, le validateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette valeur et celle-ci, la mettre dans, bien sûr, il a les moyens pour le décoder et mettre les valeurs dans son stack et vérifier est-ce que l'exécution a été correcte ou non. Bien sûr, dans un bloc, on va ne mettre que les transactions qui ont des scripts qui matchent. Donc, ça veut dire cet output, il fournit exactement les valeurs qui ont débloqué cette transaction antécédente. Et cette transaction, une fois consommée, elle ne sera plus utilisée par n'importe qui parce que il sera pointé par une nouvelle qui, elle, va contrôler les fonds d'une façon récente. Et donc, ce graphe-là, il représente, comme j'ai dit tout à l'heure, les transactions, c'est un ensemble d'inputs. Donc, bien sûr, on aura les transactions, c'est ce qu'on appelle UTXO, Unspent Transaction Output, les anciennes outputs qui ont été générés par les transactions précédentes seront consommés comme des inputs dans de nouvelles transactions. Donc, je vais, par exemple, prendre une output, une ancienne output, dans laquelle on va trouver les scripts nécessaires, ok? Et donc, je vais fournir les scripts de déblocage pour cet input-là, et je vais créer une nouvelle output pour une nouvelle personne, bien sûr, le nouveau destinataire, avec mon propre script PubKey, mon propre script de blocage, bien sûr, qui demande la clé publique de ce monsieur, de ce nouveau propriétaire. Donc, c'est exactement ça. Je vais prendre les outputs précédents que j'ai reçus, je leur fournis le unlocking script, le script SIG, les valeurs qui vont les débloquer, et à mon tour, je vais créer de nouveaux outputs vers ces nouveaux propriétaires et mettre un nouveau script PubKey qui, comme j'ai dit, va demander au nouveau propriétaire de fournir une clé publique avec une signature pour qu'il puisse à son tour créer de nouveaux outputs et consommer les fonds qu'il a reçus. L'exemple qu'on vient de voir, c'est Pay to Public Key Hash. C'est un exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est l'exemple de script le plus utilisé en Bitcoin. Donc, la majorité des transactions utilisent ce modèle-là parce que c'est très simple. C'est juste pour assurer la propriété. Donc, on n'a pas besoin de mettre des modèles très complexes. Mais il y a d'autres types de scripts. Donc, il y a plusieurs types, mais qui en quelque sorte ont la même construction, le même concept. Bien sûr, avoir des instructions qui demandent une condition qu'elle soit remplie. Donc, c'est exactement le corps de tous ces scripts-là. C'est juste le propriétaire doit remplir un certain nombre de conditions qui sont contrôlées par des instructions qui sont offertes par Bitcoin, par le script Bitcoin. Donc, on a le PubKey. Ça, c'est un ancien type de script qui a été utilisé par Bitcoin. On le verra après. PubKey hash, donc on l'a vu, donc ça nécessite que la personne offre, bien sûr, le consommateur de la transaction doit fournir une clé publique avec sa signature. Donc c'est une transaction envoyée vers son adresse. Ok, donc on doit fournir les éléments que je viens de présenter. On a un nouveau type qui est plus intéressant, c'est script hash, dans lequel on va bien sûr fournir un hash et demander au destinataire de présenter un script. Si bien sûr, sachant que si on crypte ce script-là, on aura le même hash. Donc, ça ouvre la porte vers un large set d'instructions qui peuvent être mises dans un script. Donc, je m'explique. Je vais envoyer une transaction de ce type-là, script hash, et je vais fournir le hash non pas, dans ce cas, non pas le hash d'une clé publique, donc ça veut dire une adresse classique, mais je vais plutôt envoyer une transaction et indiquer un hash d'un script. Et celui qui va consommer mon adresse doit fournir
le script correspondant, de telle façon, si on hash ce script-là, bien sûr, un script, c'est un ensemble d'instructions, on aura le même hash et donc il peut consommer la transaction. Ça veut dire, je vais envoyer la transaction qui ne sera consommée que par les personnes qui connaissent le script que j'ai utilisé pour créer ce hash que j'ai inclus dans cette transaction-là. Donc, comme vous voyez, c'est juste deux opérations, juste deux instructions, op hash plus op equal. Donc, vous devez fournir un script que si on le hash, on peut avoir cette valeur-ci. Op equal, ça veut dire qu'il vérifie l'égalité. On le verra dans un moment. Autre type, c'est multisig. Un concept très intéressant, c'est que on veut que la transaction soit dépensée par un certain nombre d'acteurs, non pas par un seul. Par exemple, je peux envoyer une transaction et définir un certain nombre de personnes qui ont le droit de dépenser cette transaction, non pas vers une seule personne. Donc, je veux dire, par exemple, je vais envoyer une transaction vers 10 personnes, mais cette transaction, elle peut être consommée par 3 personnes parmi ces 10. Je peux définir une sorte de threshold, de seuil de dépense et indiquer bien sûr les clés publiques. C'est comme le cas du pubkey hash. Juste dans ce cas, je vais définir plusieurs valeurs. Je vais demander un certain nombre de clés. Si cet ensemble de clés est fourni, donc ils peuvent débloquer les fonds. On peut par exemple donner un exemple qui est plus intéressant. Si quelqu'un veut par exemple envoyer des fonds Bitcoin, mais les réserver comme un héritage bien sûr à sa famille. Donc s'il meurt, donc il va définir par exemple dans cette condition, ces fonds-là ne peuvent être débloqués que si 3 clés par exemple sont présentées. Voici ces clés par exemple, la clé de sa femme, de son enfant, je ne sais pas, de son père. Bon, il peut définir ces clauses-là de telle sorte si ces 3 personnes, il offre les clés, il présente les clés, les fonds peuvent être débloqués et consommés. Donc ça, c'est deux types qui sont très récents mais qui sont complexes à détailler. Donc je vais les dépasser. Si quelqu'un est plus intéressé par ça, donc il peut me contacter. Sinon, je peux vous envoyer la documentation. Mais bon, je crois que ça c'est cet exemple-là, le pubkey hash, c'est le cas le plus utilisé. Donc je crois que c'est le script à connaître. Comme j'ai dit, ça nous explique comment les scripts dans Bitcoin ils sont exécutés, comment les instructions, on peut les utiliser, des instructions cryptographiques, etc. Ça nous initie au scripting Bitcoin, mais les autres, c'est en quelque sorte, c'est des cas d'usage très spécifiques. Donc le deuxième, je viens de le mentionner tout à l'heure, c'était le pay to script hash. C'est le deuxième plus utilisé script dans Bitcoin, mais bien sûr à faible échelle. Bien sûr, on pourra dire que c'est à moins de 10% des transactions utilisent ce système ou plus. Mais l'idée, c'est qu'on peut définir un script qui sera la solution plutôt que présenter juste une clé publique avec une signature. Donc, moi, si je veux bloquer les fonds que j'ai envoyés, donc je vais les bloquer contre un script. Ce script-là peut être un ensemble d'instructions, je ne sais pas, vous pouvez imaginer n'importe quel type de script, mais l'idée c'est que seul l'expéditeur et le destinataire, c'est eux qui connaissent bien sûr la structure du script avec les valeurs. Par exemple, je peux définir un script qui dit celui par exemple qui va résoudre une équation mathématique ou quelqu'un qui va par exemple je sais pas, fournir une valeur ou n'importe quel type d'idée, je peux le mettre sous format de script, hacher ce script-là et demander aux gens de me trouver, par exemple, les valeurs que ils doivent me construire ce script-là. Par exemple, si c'est le cas d'une équation, me fournir les valeurs qui résout l'équation. Si, par exemple, c'est des instructions liées aux fonctions cryptographiques, donc ils doivent me fournir ces valeurs-là. Donc l'idée, c'est qu'ils doivent venir avec un script, avec des instructions qui correspondent en quelque sorte à la requête que j'ai mis, au hash que j'ai mis. Donc c'est un cas plus élaboré dans lequel on peut mettre
plus de conditions que juste utiliser le PubKey, le Pay to PubKey hash, qui est juste un cas d'usage très restreint. Donc ça, c'est une ouverture vers un script plus générique, plus large. Et donc, bien sûr, ça dépendra plutôt du cas d'usage. Donc, si je peux, par exemple, mettre en place un jeu et définir un script de jeu, par exemple, si, je sais pas, quelqu'un va deviner la valeur correspondante à un hash, je sais pas. Donc, si la personne trouve cette valeur, elle peut créer un script avec les instructions et le présenter. Et donc, si le hash de ce script-là correspond bien sûr au hash que l'expéditeur a déjà dans sa position, donc le destinataire peut débloquer les fonds et bien sûr créer de nouvelles transactions qui consomment ces fonds-là. J'ai dit tout à l'heure aussi que dans Bitcoin, dans les premières versions de Bitcoin, on n'utilisait pas le PubKey, Pay to PubKey hash ou Pay to Script hash. On utilisait plutôt un système très simple, c'est plutôt Pay to PubKey. Donc, si vous prenez le Genesis block qu'on a vu l'autre jour, et si vous décortiquez par exemple la partie transaction et vous arrivez à prendre, donc on va trouver que la condition était fournir la clé publique, une signature correspondante à cette clé publique-là. Donc c'est exactement ça le script, c'est très simple. Donc il nous donne la clé publique et il cherche une signature correspondante à cette clé publique. Donc seul celui qui détient la clé privée qui a créé cette clé publique-là, et donc je vais dessiner, donc le lock-in script, qu'est-ce qu'il demande? Il demande une signature, object-sig, donc, qui est correspondante à cette clé publique-là. Donc, seul le monsieur, dans ce cas Satoshi Nakamoto, seul le monsieur qui détient la clé privée qui a créé cette clé publique, il peut remplir cette condition et par conséquent débloquer les fonds reçus par son adresse. Et comme vous le savez, je l'ai dit l'autre jour, les fonds de Satoshi Nakamoto sont toujours intacts et ils n'ont pas été transférés. Même si c'est des millions de dollars, voire même des milliards de dollars, c'est quelque chose de très intéressant. Mais personne n'a pu craquer ce système de public key, de cryptographie asymétrique, de telle façon qu'il arrive à craquer, à trouver la clé privée derrière cette clé publique-là. Donc la clé publique, on la connaît, mais personne ne peut trouver la clé privée. Mais si Satoshi, par exemple, un jour, il veut prendre ses fonds, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est juste, il va publier, bien sûr, créer une transaction, et dans laquelle il va publier une signature. Et nous, les validateurs, ils vont checker cette signature contre la clé publique qui a été stockée dans la transaction, bien sûr, dans la blockchain. Et donc, ils vont comparer la nouvelle signature incluse dans la nouvelle transaction, la comparer avec la clé publique, avec le lock-in script, et voir que ça match. Et donc, si ça match, donc les validateurs, ils vont accepter la transaction. Et le monsieur derrière, on pourra dire que c'est Satoshi, on pourra dire que c'est quelqu'un d'autre. Donc, il aura le droit de consommer les fonds et les transférer vers d'autres adresses. Donc, on a vu que in a nutshell, ça veut dire si on veut faire un petit résumé, ce qu'on vient de voir, donc on a vu que Bitcoin, c'est un système un peu, en quelque sorte, très intelligent. On a vu qu'on l'appelle programmable money, c'est-à-dire c'est un système de transfert de valeur qui nous permet de mettre des clauses et de contrôler la dépense des transactions qu'on envoie vers autrui. Donc l'idée, c'est que moi, je peux envoyer une transaction vers quelqu'un et définir, soit vers quelqu'un, soit juste envoyer une transaction et définir les clauses qui doivent être remplies pour que cette transaction-là soit consommée par les autres. Et bien sûr, ils peuvent l'utiliser dans leur propre transaction comme input. Et donc, ça, on peut bien sûr le réaliser en utilisant le scripting
language de Bitcoin. On l'a vu que Bitcoin il offre un scripting language qui offre un certain nombre de opcodes, d'instructions. Et ces instructions-là, c'est des instructions logiques, c'est des if-else, bien sûr, mais aussi des fonctions mathématiques, des fonctions de cryptage, etc. Donc, je peux construire n'importe quel type, bien sûr, n'est pas n'importe quel, mais juste en jouant avec les opcodes, je peux créer différents types de scripts pour bloquer bien sûr mes fonds. Et on a vu que un script le plus fameux utilisé dans Bitcoin, c'est Pay to Pub Key hash. L'idée dans lequel, donc l'idée c'est d'utiliser comme lock-in script, comme condition, bien sûr, une adresse destinataire. Donc je vais envoyer, bloquer mes fonds pour une certaine adresse et on a vu que l'adresse, c'est une représentation d'une clé publique, une clé privée détenue par une personne. Donc la personne qui veut consommer ma transaction, donc il doit fournir la clé publique correspondante à cette adresse avec une signature pour prouver que vraiment c'est lui qui a généré l'adresse publique. Donc ça, c'est un type de script le plus utilisé. On a vu, il y a aussi d'autres types de scripts qui sont prédéfinis, mais il y a aussi la possibilité de créer un script custom, ça veut dire personnalisé par bien sûr l'expéditeur en utilisant pay to script hash. Et donc l'idée derrière, c'est vraiment de permettre de définir des scripts qui sont en quelque sorte plus larges, plus complexes. Et donc une fois remplis ces scripts-là, remplis et fournis, donc on peut les destinataires peuvent fournir ces scripts-là, bien sûr, sous format de hash. Hein. Le hash va nous confirmer que les mêmes instructions avec les valeurs correspondent au script qui a été demandé par l'expéditeur. Et donc, on peut débloquer les fonds. Mais ce système-là, ce premier type de smart contract, parce que ici, il y a un peu, c'est en quelque sorte un contrat parce que ce script-là dans lequel je mets les clauses de dépenses de mes transactions. C'est pour ça qu'on appelle ça des contrats, parce qu'il y a des clauses. Seul celui qui remplit les clauses, il peut prendre les fonds. C'est exactement comme un contrat, mais c'est un smart contract très basique, très limité. Déjà, si vous lisez la documentation officielle et vous parcourez les fonctionnalités de ce scripting language, ils sont très limités. Donc, il n'y a pas de ce qu'on appelle Turing completeness. On ne peut pas coder avec des fonctionnalités très avancées. Donc, on ne peut pas coder par exemple, des boucles, des for, des while. Donc, on peut juste faire des if, else. C'est juste des comparaisons. Donc, on ne peut pas faire des procédures qui sont en quelque sorte plus complexes. C'est juste un simple système de scripting avec un instruction set qui est très limité. Donc, on est très limité dans ce qu'on peut faire avec le scripting language de Bitcoin. Donc, il n'y a pas de Turing completeness. Donc, on ne peut pas coder des systèmes, des scripts très avancés avec des loops, des fonctionnalités très avancées. Il y a aussi un problème de state. Donc, on ne peut pas stocker des valeurs, retrouver des valeurs. C'est juste des comparaisons instantanées de valeurs prédéfinies. Donc, un hash, on stocke juste un hash et on va vérifier contre les valeurs qui sont présentées par bien sûr, celui qui va réclamer la transaction. Mais on ne va pas stocker, par exemple, les valeurs réclamées par la personne. On ne peut pas stocker, par exemple, des valeurs prédéfinies. On ne peut pas définir des variables. Donc, c'est quelque chose de très limité. Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle blockchain blindness, c'est que ce script-là, il ne peut pas lire la blockchain, donc on ne peut pas lire les valeurs précédentes, on ne peut pas lire, donc c'est par exemple le hash du bloc précédent. Donc il y a un problème d'usage des informations blockchain dans ce système de script. Et donc pour toutes ces limitations-là, pour essayer de les éviter, bien sûr le concept il est très intéressant parce qu'on l'a vu. Ce qui est intéressant dans ce scripting, c'est qu'il sera exécuté par le réseau d'une façon décentralisée et personne ne peut tricher, personne ne peut stopper le système. Bien sûr, ces scripts-là, ils sont exécutés une fois les conditions remplies, donc personne ne peut intervenir. C'est des scripts inviolables. Et donc l'idée derrière, elle est très intéressante, mais après, quand on l'a vu, Bitcoin, par choix,
ils ont limité les possibilités, les caractéristiques de ce scripting-là. Ils l'ont limité, bien sûr, pour des raisons de sécurité. Mais d'autres projets, ils ont repris le même concept, mais ils l'ont évolué vers un langage très moderne, plus facile à apprendre, qui résout ces trois problèmes, donc qui est Turing Complete, qui offre la création de variables, qui peut lire les informations de la blockchain, et c'est le type de smart contract qui a été introduit par le deuxième grand projet blockchain qui s'appelle Ethereum. Donc c'est le projet qu'on va découvrir dans la séance. On va créer nos premiers smart contracts en utilisant blockchain. C'est plus facile que ce qu'on vient de voir dans le cas de Bitcoin, mais on doit connaître comment Bitcoin fonctionne parce que c'est de la même façon que les smart contracts d'Ethereum fonctionnent. Ça veut dire on a des validateurs distribués, chacun il a sa machine virtuelle, il prend le code, il l'exécute, il la compare avec etc., etc. Mais on n'utilise pas des smart contracts prédéfinis comme c'est le cas de Bitcoin, pay to public key hash ou pay to script hash, etc. Donc c'est plus générique, c'est plus développé, chose qui nous permet en quelque sorte, de codifier n'importe quel type de processus et le mettre sous forme d'un code et le stocker dans la blockchain. Donc ça, on va le voir dans la séance prochaine. Donc on aura une partie, bien sûr, théorique très limitée dans la prochaine séance avec beaucoup de pratiques. Donc on va coder nos propres smart contracts. On va utiliser le langage Solidity. Pourquoi je vous annonce ça? Si vous êtes intéressé, vous pouvez tenter d'apprendre quelques notions entre-temps, bien sûr, pour comprendre facilement comment les smart contracts fonctionnent, comment on peut créer des smart contracts. Donc, à ce niveau-là, on termine cette séance et je vous donne rendez-vous dans la séance prochaine.